Alors on va continuer notre petite balade sur les extérieurs là, du fort et sur le dessus. Juste petite chose, là je vois 2 RE là, qu'est-ce que c'était ça? Bah sûrement la plaque avec le nom significatif du fort, donc froid de terre. Froid de terre, ouais. Okay. Avec une date. Ce qu'il en reste, hein, donc on voit les bombardements qui ont eu raison du nom du fort, mais ça. Pas de la résistance. Non, la résistance a été... Et tu vois même sur les murs là, la mitraille, hein, on dirait. Il y a eu de la mitraille là. Des impacts un peu partout, même là sur le conduit d'aération. Ici, là il reste plus rien presque. Ah, c'est un fort qui a été lourdement bombardé. Bah là on voit, hein, c'est les montagnes russes, hein, c'est impressionnant. On fait passer le caméraman à des endroits un peu... Alors qu'il y avait un chemin juste là en plus. Juste là, mais c'est plus drôle. Merci. Là déjà quand on prend un peu plus de hauteur, on se rend compte des bombardements qu'il y a eu. On voit encore les différents piquets. Il y avait énormément de barbelés autour de froid de terre. Ouais, il y avait un réseau de barbelés. C'est ça. Ouais. Ah ben là on était juste en dessous tout à l'heure. Hein. C'est ça. Dans ce mécanisme de la tourelle de mitrailleuse. Alors une chance, c'est que pour nous, pour l'histoire et pour la visite, elle est en position... en position ouverte. Ouais, prête à faire feu. C'est ça. Et là, elle pouvait tourner... à 360 degrés. 360. Hein. Puis avant, on a vu aussi la cloche d'observation par en dessous avec son support encore. Ouais. Avec l'accès. Alors soit le béton a été refait ici, soit par chance il n'a pas été bombardé, mais il est nickel encore. Ah, je sais pas du tout. Après on peut... c'est possible qu'il a été refait après la bataille de Verdun. On peut apercevoir les impacts, différents impacts de balles. Ouais, encore les impacts. Ça devait sacrément résonner quand même à l'intérieur pour celui qui donnait les informations. Parce qu'en plus on voit le créneau d'observation est pas très très grand, donc il va avoir une bonne vision quand même. Ouais. Après il faut s'imaginer que là en 1916, quand il y a eu les bombardements, les 3/4 des forêts étaient rasées, donc le terrain était... Là on avait une vue dégagée, hein, c'est clair. Ah tu vois les montagnes russes là, c'est ça. Là, le fossé tout autour du fort. Le fossé, ouais. Qui était rempli de barbelés. Comme ça, quand les Allemands arrivaient, entre guillemets, déjà rien que pour passer le fossé, ils mettaient un temps. Déjà, quand ils arrivaient au niveau du fossé, ils étaient déjà sous le feu des mitrailleuses. Pour prendre un fort équipé avec tout son armement, pas comme Douaumont, comme ici, ça devait être terrible. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Ils étaient sur le dessus. C'est ça. Ils n'ont pas réussi à prendre froid de terre. C'est pour ça qu'après, ils ont préféré contourner, parce qu'ils avaient déjà pris l'ouvrage de Thiaumont, qui était tombé. Ouais. Et c'était vraiment la dernière ligne finale en juillet, parce qu'après, la bataille de la Somme a commencé. Donc, ils ont envoyé beaucoup de troupes sur la Somme. Mais ils voulaient vraiment avoir le dernier assaut, entre guillemets, pour pouvoir essayer une dernière fois de pouvoir prendre Verdun, qui aurait pu leur donner la route pour Paris après. Mais froid de terre est resté bien sur ses positions, et avec Souville aussi, ils ont réussi à repousser tout ça. Ouais. Dès le début de la bataille de Verdun, l'ouvrage de froid de terre fut soumis à des bombardements quotidiens et généralement violents, souvent avec des obus de gros calibre. Au mois de juin, il est difficile de ravitailler l'ouvrage, même la nuit, sous le bombardement incessant qui avait nivelé le terrain jusqu'au boyau d'accès. Le bombardement s'intensifia avant l'attaque allemande. Le 21 et 22 juin, avec des obus de très gros calibre comme du 210, 305 ou 380. Le 21 juin, on compta sur la superstructure 500 obus, dont 100 de gros calibre. Parmi eux, 30 tombent sur le casernement bétonné. L'un d'eux perça la voûte bétonnée du couloir des casemates, près d'une chambrée, tuant 5 hommes et en blessant 4 autres.
partir de 19h, le 22 juin, et pendant toute la nuit, l'ouvrage fut soumis à un tir intensif. Plusieurs hommes furent intoxiqués par des obus lacrymogènes et des obus asphyxiants. Le lendemain, l'assaut allemand sur l'ouvrage allait commencer. Attends, on va se rendre compte vraiment des bombardements en passant un petit peu à l'intérieur des combats. Ouais. Celui-là, il est, tu vois. Et ce qui est bien, il y a un petit serpent là, un orvé. C'est un orvé. Il y a tout un écosystème en fin de compte qui s'est créé. 100 ans après, la nature reprend ses droits, malgré l'infrastructure de la Terre. Les cratères restent là, mais ça crée maintenant des mares, ouais. Des mares où les grenouilles ou les choses comme ça viennent maintenant. Ça crée des micro-organismes qui viennent. La nature a dû s'adapter. Malgré, je pense, la grande pollution des sols avec les explosifs. Les explosifs, les gaz. Ça devait être... Faut faire attention des fois, parce qu'il y a des piquets. Il y a des restes de queue de cochon aussi qui dépassent. Là, on le voit très bien, le réseau de barbelés. Ouais. Les pics là-bas. Il y a certains endroits où on le voit moins, mais là-bas, on le voit très bien que... Par contre, ça a été vachement gratté. Alors je sais pas si c'est les sangliers qui viennent gratter comme ça ou... Et là, on se trouve devant... la fameuse tourelle de 75 qui a été lourdement impactée, celle-là. On voit tout autour les différents impacts de différents calibres. Ah, c'est marrant, on dirait qu'ils ont essayé de ressouder peut-être après-guerre ou un peu de colmater les trous là. Ah non, ça doit être des... Ça, c'est les trous de fixation. C'est les trous de fixation qu'ils ont soudés. Elle a bien résisté. Par chance pour nous, elle est en position d'attaque, là. Prête à faire feu. On voit qu'ils prenaient des bons matériaux à l'époque, quand même. Alors apparemment, les Allemands étaient sur le dessus de l'ouvrage. L'une des tourelles mitrailleuses était condamnée parce que il y avait les gravats, ils l'ont bloqué. Et ils ont chassé les Allemands avec une tourelle de 75 finalement qui a fait le job. C'est ça. C'est ça ? Ah oui. On va dire que sans elle, sûrement Froidterre serait peut-être tombé. Ah donc ils ont utilisé de la boîte à mitraille en fin de compte. Ils ont chargé à la place d'un obus de 75 classique et ils ont tiré là à bout portant sur les soldats allemands qui étaient sur le dessus de l'ouvrage. Surtout ce qu'ils voyaient. Quoi. Ouais. On va continuer alors jusqu'au bout. Là, je vois une deuxième tourelle. C'est ça. Alors, je pense que ça doit être un peu symétrique. À peu près. Ouais. Et on a sûrement aussi une deuxième tourelle. Une cloche d'observation. Il doit y avoir une cloche d'observation derrière et la cloche de mitrailleuse. Le 23 juin au petit matin, les bombes tombent à nouveau avec des tirs très violents d'obus de très gros calibre. À ce moment-là, toutes les communications téléphoniques sont détruites. Des barrages d'artillerie empêchent l'accès à Froidterre pour les coureurs messagers. La liaison optique est impossible avec le fort de Saint-Michel. Il ne reste plus au commandant du fort que des pigeons voyageurs pour assurer sa liaison vers l'arrière. Dans la matinée, vers 8h, l'artillerie allemande cesse brusquement le tir. Cependant, rien d'anormal n'est constaté aux environs du fort. Peu de temps après, le capitaine d'Artigues, commandant de l'ouvrage, aperçoit sur la crête de Thiaumont-Fleury, qu'il croyait toujours en possession française, de nombreuses silhouettes suspectes. Il alerte sa garnison et organise la défense de l'ouvrage. Vers 9h, le commandant envoie un pigeon signalant l'approche des Allemands. Il les laisse se rapprocher, de façon à pouvoir les faucher plus facilement avec les mitrailleuses de sa tourelle. Vers 10h, les Allemands arrivent sans avoir été inquiétés au pied du glacis du fort, croyant sans doute que la garnison était anéantie.
À ce moment, le chef de la tourelle de mitrailleuse de droite reçoit l'ordre d'ouvrir immédiatement le feu. La tourelle s'élève, mais elle ne peut pas tourner. Elle est inutile, car immobilisée par les débris de béton et de terre dans les rainures à la suite des bombardements du matin. Le commandant envoie un second pigeon voyageur porteur du message suivant. Fort encerclé. Mitrailleuse de tourelle malheureusement coincée au dernier moment. Les Boches montent sur le fort. Mais comptez sur nous, nous tiendrons jusqu'au bout. Pendant ce temps, les Allemands continuent leur marche vers le fort. Quelques-uns contournent la caserne bétonnée et jettent des grenades. L'une d'elles tombe dans un trou, fait par un obus dans la voûte du couloir. Elle met le feu à des fusées et à des grenades préparées pour la défense. Une violente explosion retentit. Ça, il y a la ferraille là, faut faire attention. Là, tu vois la profondeur de celui-là. C'est là où on se rend compte. Tu es tout petit, Vincent, là. Puis il faut savoir que les sols en février 1916, bon là, Froidterre, ça a plus c'était sur juillet, mais les sols étaient très boueux, donc la terre s'enfonçait beaucoup plus. On voit la tonne de béton armé qu'il y avait autour. C'est vrai parce que quand on est à l'intérieur, c'est tout petit le couloir. C'est ça. L'accès est tout petit et on se rend compte de l'immensité, de l'épaisseur de béton autour d'une tourelle de mitrailleuse. On a du mal à se rendre compte comment ça fait pour tenir. Donc il doit y avoir là, parce qu'à l'intérieur on a peut-être 1,50 m d'espace à côté du contrepoids ou 1 mètre. Et puis là on doit avoir 2 mètres de béton j'imagine, hein, à peu près. On voit bien le réseau de barbelés qui passait tout autour. Ah, c'est marrant là parce que c'est tellement bombardé qu'on a un étang qui s'est créé. Ouais, là. une petite rivière, on dirait une petite rivière, un marécage. Et là, suite au problème de déforestation à cause du scolyte, malheureusement, on peut arriver à se rendre compte les forêts comment étaient à l'époque. C'est le seul avantage en fait de ce ravage dans les arbres avec la sécheresse et les insectes, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres qui meurent là dans la forêt de Verdun. C'est ça. Et on s'imagine à peine un tout petit peu comment ça pouvait être dégagé. Ah bah là, de toute façon, c'était un terrain qui était, on dit lunaire, parce que c'était vraiment... On va pas aller beaucoup plus loin, il y a des pics partout. On en voit un peu partout là, encore dans le fossé. Et ces mares qui se sont créées. Le lieutenant bavarois Ludovic Karl, qui dirigeait l'attaque, pense que le commandement français du fort fait sauter l'ouvrage et il ordonne à ses hommes de se cacher au pied du talus. Cette hésitation allemande permit au commandant du fort de donner l'ordre express au chef de la tourelle de 75 d'ouvrir le feu sur la superstructure. La tourelle ouvre immédiatement le feu à bout portant et tire 116 boîtes à mitraille sur les fantassins allemands sur l'ouvrage et aussi sur les autres groupes ennemis qui se rapprochent du fort. Des dizaines d'Allemands sont tués. Les autres reculent de trou d'obus en trou d'obus et se terrent aux abords du fort. À 11 h, le commandant français envoie un 3e pigeon. Tourelle de 75 a dégagé le fort. Mais situation critique. Prière d'envoyer contre-attaque. Esprit de tous excellent. Nous tiendrons jusqu'au bout. Vers midi, la tourelle de mitrailleuse est enfin décoincée de l'extérieur. Elle peut tirer à nouveau pour tuer 3 Allemands cachés dans les trous d'obus. Elle arrête son feu, car à ce moment-là arrivent le 297e et le 114e régiment de chasseurs alpins qui font prisonnier une partie des ennemis terrés dans les trous d'obus et repoussent jusqu'à 700 mètres les troupes en nombre qui se rapprochaient de l'ouvrage. De 1916 à 1917, c'est 30 à 40 000 obus qui sont tombés sur l'ouvrage. Le 14 juin 1916, l'ouvrage de Froidterre avait résisté, mais la bataille de Verdun était encore loin d'être terminée.
Et là, on a les casemates de Bourges, C'est ça. donc qui protégeaient le côté du fort et le fossé. Exactement, avec ces 2 entrées pour les canons de 75. Canon de 75, là, ouais. Donc je suppose qu'ils tiraient aussi de la mitraille, là. Hein. C'est ça. Il y en a encore, on verra à l'intérieur si on arrive à rentrer après l'emplacement avec Oui, le rail qui permettait de pouvoir orienter C'était pas canon. des canons fixes, ils étaient Ouais. positionnés sur rail. Et ça permettait de pouvoir diriger les tirs. Là, normalement, il y avait une fenêtre Il y avait un volet, en acier, voilà, un À volet. Douaumont, Oui. il y a une casemate de Bourges avec. À Vaux aussi. À Vaux. Et Ouais. ils sont encore sur place. Ça, c'était pour pouvoir fermer les volets. Ah, Voilà. les condamnés de l'intérieur. Voilà, ils fermaient les volets comme ça en cas de tir ou de projection. Ouais, pour éviter les intrusions aussi. Ok. Les différents créneaux de tir. Je me demande s'il rentrait le canon par là. Je crois pas. Ah ouais, il est rentré démonté. peut-être. Et ouais, c'était démonté parce que normalement, déjà à la base, avant que les ouvrages ont été armés bien avant la bataille de Verdun, beaucoup ont été désarmés pour pouvoir être envoyés en canon de campagne, comme le problème qu'il y a eu à Douaumont. Et les canons avaient été retirés. Ouais, donc Pour- en 1915, Joffre ordonne de désarmer la grande Voilà. partie des forts. Hein. C'est ça. Parce que c'était pas un secteur stratégique pour l'état-major. Voilà, ça a été Jusqu'à la bataille de Verdun. ça a été une grande erreur, mais Et bon, en même temps, il les fallait peut-être ailleurs, hein, c'est clair. ça, à mon avis, ça devait être une position sur les créneaux de tir. Ouais. Vous voyez, il y a 3 créneaux. Genre de caponnière, là, ouais. Il y a 4 créneaux de tir. Sûrement que les soldats devaient se positionner ici et avoir une Sur cette position, plateforme, ouais. soit fusil, soit peut-être petite mitrailleuse. Ou... Et là, on arrive vraiment dans la casemate de Bourges. Voilà, Et on voit bien encore le système c'est de vrai. pivot. le pivot, poser le canon de 75. Et voilà. Et là, on peut voir vraiment qu'ils avaient une vue vraiment dégagée. Ouais. Avant que les Allemands passent le fossé, je veux dire, ils avaient... Oui, là, ça laissait peu de chance à l'envahisseur, en tout cas. C'est ça. Et là, on a encore le rail. C'est ça. Alors à mon avis, je pense que ce rail-là, si je dis pas de bêtises, ça peut être pour le rechargement des canons. Pour approvisionner Voilà. et mettre un palan. Parce qu'on a un sous-sol après qui descend, et à mon avis, je pense que le dépôt de munitions devait se faire là, et à venir pour acheminer les obus, parce que les deux se relient. Donc là, on a le deuxième emplacement là-bas pour le deuxième canon. Ouais. Alors je sais qu'il y a aussi un accès aux galeries 17, c'est peut-être aussi par là. Et là le deuxième canon. Là le rail a été retiré ou ferraillé, hein. On voit encore les traces C'est ça. au plafond. Non. Il devait y avoir une porte blindée, quelque chose, ou un dépôt. Je vois.
Là, on se trouve dans la deuxième casemate pour mitrailleuse. Hein. C'est ça. Là, tu vois que ça a été bouché. Un accès au sous-sol qui a été rebouché et bétonné. Peut-être pour les galeries de 17, là. Hein. On voit encore les armatures pour les bancs. Encore les portes d'époque. Et là, cette tourelle. C'est encore en bon état. Hein. Oui. Toujours avec le contrepoids. Ce qui est bien, c'est que c'est une tourelle qu'on peut encore monter parce qu'il y a un plancher en bois tout autour. J'avais nettoyé parce que tout ça c'était rempli de canettes. Je crois que les gens comme ça. On peut se rendre compte là déjà comment ça résonne rien qu'avec le bruit des avions. Alors qu'est-ce que ça devait être lors des bombardements? C'est clair. Ça devait être un bruit qui devait être assourdissant. Une des deux portes blindées qui sont restées en place. L'autre a été sûrement retirée. Ah ouais. Et on a l'accès à l'observatoire. Hein. C'est ça, la gaine qui descendait. On sent bien la pente. La plateforme est encore en meilleur état ici. C'est ça. Et impeccable. Avec un système de poulie là, dessus. Alors, on voit qu'il y a un crochet là, une pièce métallique pour ajuster la hauteur de la noria C'est ça. de la plateforme. On avait une sorte de crémaillère. Et puis il pouvait régler, sûrement avec le système de poulie qui est au-dessus de ta tête là. Juste là. Et à mon avis, il devait tirer comme ça, puis ça devait lever le plateau. Ouais. C'était sacrément bien conçu pour l'époque. Ça, ouais, il pouvait régler la hauteur. Selon la hauteur du soldat pour voir. Ouais. On peut apercevoir la deuxième porte qui a sûrement été retirée. Et là, on est dans la casemate qui pouvait accueillir donc, la tourelle de 75. C'est ça. Équipé de 2 niches à munitions de chaque côté. Ouais. Là, il y avait l'accès.
Oui, à l'escalier la qui est tourelle. monté. Les niches pour munitions, là on voit qu'il y a eu des explosions. Ouais, Il y a eu quelque chose. le plafond a pas résisté. Et là on est sous la tourelle. C'est ça. Et le système de contrepoids. Il devait qui y est avoir là. sûrement un accès aussi ici qui descendait aux galeries. Parce qu'on voit qu'il y a une échelle et que ça a été bétonné par la suite. Ouais, pareil, hein, là il devait y avoir un accès à la galerie de 17, hein, sûrement. Finalement, ils ont gardé juste quelques entrées pour les chauves-souris qu'ils ont murées. Hein. Là, les grosses manivelles, ça servait de manuellement Et pour puis, pouvoir on va lever. montrer la crémaillère, là. Enfin, et le système de contrepoids. Il y a encore une époque, on pouvait arriver à la lever et la descendre manuellement. Ouais. Là, à mon avis, la roue, il a dû prendre le dessus, Le contrepoids. qui fait quelques tonnes. Ah, c'est le même système qu'on retrouve dans la ligne Maginot quelques années plus tard. Hein. Certains modèles ont été adaptés sur la ligne Maginot. Bon bah voilà, je te remercie Stéphane hein, Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. pour cette visite. Et puis on a pu en apprendre plus sur cet ouvrage qui a joué un rôle très important sur la Bien bataille sûr. de Verdun. Voilà. On va continuer à explorer le secteur. Avec plaisir. Puis on vous dit à bientôt. Ciao. Chaque ville a son histoire. Voici celle de Verdun. Le soleil brillait sous un ciel bleuté, sans se douter que le mal arrivait. De bon matin, le ciel grondait sous les grenades et sous les mortiers. Verdun souffrait, les soldats partaient et prenaient la route
dans leurs tranchées, pauvres et fiers, plongés dans la boue face à l'adversaire. Pendant des années, nos frères tombaient pour la victoire et pour la liberté. Des années de combat, des litres de sang versés. Verdun se releva, au visage ravagé. Face à ce décor, Verdun s'endort, laissant derrière lui un monde meurtri. L'histoire de la vie, Verdun en fait partie, amis recueillons-nous et souvenons-nous, ils sont tombés dans l'atrocité, les oublions pas.